j'ai le grand plaisir d'introduire sa communication. Claudio Bucolini, qui travaille au lexique intellectuel européen, est sans doute le plus grand spécialiste de Mersenne. Ses travaux sont fondamentaux et je crois que Claudio a aussi un livre à paraître sur les dernières Mersenne. Mais il vient de publier en 2000 pour Iliesi, avec Pina Totaro, un très intéressant volume sur Somnia, il sogno dall'antichità all'età moderne. Merci, Dan. Ce soir, il va nous parler de cogito et res cogitans dans la théologie, justement, du dernier Mersenne. Prego, Claudio, grazie di essere qui. Merci à toi, Igor. Très grand merci. J'essaye de m'exprimer en français. Et je vais... Donc, ça marche? Ça marche. D'accord. Alors, quomodo enim demonstras corpus non posse cogitare, vel motus corporeus non esse ipsam cogitationem. Dans les secondes et les sixièmes objections, en jouant les rôles du répondant de Descartes, Mersenne faisait semblant d'être les porte-parole d'un nouveau type d'objecteurs et d'athéés, qui n'étaient plus génériquement les libertins, l'empie ou les sceptiques de ces ouvrages d'apologétique des années 1620, mais les nouvel idéal type de l'athéé, les scientifiques athéés, l'athéé mathématicien. Celui-ci n'était plus l'incipiens d'Upsom, l'antagoniste de la théologie rationnelle, du moins à partir d'Anselme, mais les scientifiques, les savants, qui se fiaient uniquement des démonstrations mathématiques et qui se réclament de la certitude et de l'évidence autosuffisante des démonstrations géométriques. Peu loin de cet athéé, sinon tout à fait coïncident avec lui, se trouve le matérialiste, qui pose la question de la matérialité de la pensée et de la pensée comme mouvement de la matière, ce qui comporte le refus de la distinction réelle. Mersenne donc pose des objections qui se situent en dehors du dispositif de la métaphysique cartésienne, en révélant les termes et sa propre confrontation avec la science mathématique et matérialiste de son temps. La redéfinition du champ, du domaine de la raison, de son autosuffisance dont se réclament les athées mathématiciens, du domaine de la philosophie première et de son articulation avec la foi, constitue un des leitmotifs des objections et, parmi des arguments qui lui sont un peu plus étrangers, un enjeu proprement mersénien de la confrontation avec la métaphysique cartésienne. Un enjeu qui devient explicite dans l'argument de la foi des mahométans, la foi des infidèles, et qui implique la redéfinition du rapport entre lumière naturelle et lumière surnaturelle, exigence qui s'est fait explicite aussi dans les lignes conclusives des scrupules des Sexte Objectiones, où Mersenne pose la demande d'un critère de distinction qui puisse s'appliquer non seulement à la distinction réelle des substances, mais aussi à la distinction des personnes dans la Trinité. Quibus sane si satisfacas, nil penitus nobis super esse videtur, quod theologi nostris displiciat. Je cite en latin ore romano. Or, Mersenne soumet la métaphysique cartésienne, pour ainsi dire, à une double réfraction, à une double torsion. En premier lieu, la façon mersénienne de comprendre, de déstructurer ou moléculariser les thèses cartésiennes et de les situer dans les contextes et les problèmes de son exégèse. En deuxième lieu, ensuite, dans les manuscrits théologiques inédits composés dans les années suivantes, ce que j'appelle la théologie du dernier Mersenne, l'utilisation de certaines thèses métaphysiques cartésiennes intégrées à et articulées avec son exégèse.
de riches commentaires sur le Nouveau Testament, dont j'ai identifié quelques dossiers manuscrits inconnus, n'est pas en effet l'ouvrage des années 1620, comme les pensait Robert Lenoble, est après lui la critique mersenienne, y compris les éditeurs de la correspondance. Le manuscrit principal nous est parvenu sous la forme d'un recueil de notes préparatoires dans lesquelles des paragraphes plus développés s'alternent avec des esquisses brouillonnées ou des pages blanches. Toutefois, et ceci est un point décisif pour l'étude du contexte à l'intérieur duquel l'ouvrage théologique se situe, il s'agit d'un travail du dernier Mersenne, en grande partie composé dans la seconde moitié des années 40, et qu'il projetait de publier en 1647-48. Comme le démontre de façon institutionnelle et formelle la lettre au général de l'ordre des minimes, Thomas Muñoz y Spinoza, élu le 25 octobre 1645, que Mersenne envoie le 15 mars 1647 et dans laquelle il demande à son supérieur la permission et l'appui pour imprimer ce qu'il a médité et commencer à écrire sur les codes sacrés. Iam in sacrum codicem varia meditantem, que post scriptionem non inutiliter edi possunt, si vestra reverenda paternitate faverit atque annuerit. Le 14 septembre, Muñoz y Spinoza donnait son placet et son appui. L'étude du contexte des sources et des problèmes discutés par Mersenne dans sa confrontation et son assimilation de la métaphysique cartésienne n'a aucunement de ma part le but de reconduire la métaphysique cartésienne à l'érudition théologique du minime, mais celui de mieux comprendre, nonobstant les limitations constitutives que je viens d'évoquer, un moment historiquement important et privilégié de la première réception du cartésianisme. L'accueil de plusieurs thèses de la métaphysique cartésienne, en particulier dans les propos qui nous concernent aujourd'hui ici à Lecce sous l'invitation amicale d'Igor Agostini de la res cogitans et du cogito dans la théologie du dernier Mersenne, représente un acquis dont on ne peut pas sous-estimer l'importance et dont on doit considérer les implications pour l'histoire de la métaphysique et pour l'histoire de l'exégèse dans les années 40 du XVIIe siècle. Les gens Rigouillet, d'ailleurs, signalaient l'importance et le rôle initiateur de Mersenne en se rapportant uniquement au corpus des objections et aux échanges épistolaires pour lesquels nous disposons maintenant de la précieuse édition Armogat Bejoius. Revenons au sujet de ces journettes, à l'hypothèse proposée par Mersenne dans les objections, la matière qui pense. Descartes, dans les secondes réponses, ne donne pas de réponse à une question apparemment banale et hors du contexte de sa métaphysique, savoir si le corps peut penser ou si la pensée peut être un mouvement du corps. Thèse qui constituerait une subversion radicale de sa métaphysique et le refus d'adopter l'un de ses gestes inauguraux, l'abducere mentem a sensibus. Il se borne à rappeler les passages de la Meditatio Sexta qui expose les critères de la distinction réelle. Nous avons maintenant, pour les objections et pour les textes, les dossiers établis par M. de Buson, donc il n'y a pas besoin de faire la rédique. Descartes, comme on a rappelé hier, en particulier à propos de l'exposé du professeur Miles, ajoute un argument mis dans une forme visant à rendre son analyse plus compréhensible pour la culture des objecteurs qui lui ont demandé de donner sa pensée more geometrico. On en a parlé hier. Omne id quod potes cogitare est mens, si evocatur mens, etc., etc. Nonobstant ces réponses, et après les réponses à Hobbes et à Gassendi, Mersenne, dans les 6e objections, revient sur la question
de la pensée comme mouvement de la matière. Et encore une fois, il donne à cette question une coloration typiquement mersenienne. Il attribue cette thèse non seulement aux matérialistes, mais aussi aux pères de l'Église, ce qui manifeste à nouveau le double contexte, le double niveau de lecture et le double enjeu des objections de Mersenne. Le matérialisme, le sensualisme et l'athéisme des scientifiques, mais aussi le débat théologique et exégétique qui constitue l'apport plus originel de Mersenne à l'établissement du dossier. Il devine, même en l'introduisant de façon paradoxale et pour le ridiculiser, adiunaton et risudignum, la possibilité de développer dans la perspective d'un matérialisme accompli la physique cartésienne de la matière subtile. Motus omnes tue materiae subtilis. Relevons que dans ces passages, c'est Mersenne lui-même qu'introduit dans l'ouvrage métaphysique de 1641 le syntagme materia subtilis, en posant l'hypothèse non seulement de la bête machine, mais aussi celle qu'on pourrait appeler sa conséquence paradoxale, celle d'un homme-machine cartésienne. Et donc, en projetant vers une issue radicale et matérialiste, la mécanisation cartésienne de l'âme sensible et de la vie, reprenant ainsi, mais dans la perspective du mécanisme cartésien, des thèses radicales des philosophies naturalistes, dans certains aristotélisme radical de la Renaissance et de la première modernité, avec lesquels il s'était déjà confronté dans les questions ingenessim. Il s'agit, d'après les minimes, de thèses qui relevaient en même temps du matérialisme et du naturalisme, mais qui avaient aussi de profondes implications exégétiques et théologiques. La bête machine peut-elle autoriser l'hypothèse de l'homme-machine? Je vais laisser tomber la question capitale de la bête machine pour manque de temps, mais je souligne qu'elle est tout à fait inaugurale dans les échanges épistolaires entre Mersenne et Descartes. Elle y figure déjà en 1629 et Mersenne joue son rôle de médiateur aussi en 1637-38 dans l'affaire Frodemont et dans l'échantillon d'exégèse cartésien portant sur Lévitique 17-14 et Deutéronome 12-23 qui suit l'édition du discours de la méthode. Mais je reviens à la question de la distinction réelle et de la res cogitans. Depuis la reprise explicite d'un texte conciliaire de la part de Descartes dans l'Épître doyenne et au Docteur, la section 8e du Concile du Latran de 1513, ici, dans cet argument, les minimes appellent les philosophes à se prononcer sous la dictée du Concile du Latran de 768. Rédigé dans un style idiosyncratique, embrouillé et hâtif, comme cela arrive souvent dans les écrits de Mersenne, les arguments portant sur les cogito et sur la distinction réelle dans les secondes objections, et finalement dans les dossiers qui constituent l'ensemble des sixièmes objections, permettent de focaliser quelques enjeux qui motivaient les inquiétudes d'apologistes et d'exégètes qui orientaient la lecture de la métaphysique cartésienne. Mersenne lui-même avait autrefois combattu la thèse de la pensée comme mouvement de la matière. Dans une longue question inédite, dans la partie restée inachevée de ces questions ingenessim, qu'on peut dater aux années 1627-1630, dans laquelle il renversait les clans Gorbucine de Gabriel Poitevin, 1624. Nous en avons donné l'édition et l'étude autrefois et nous en avons discuté les acquis à Princeton dans une séance du Midwest Seminar organisée par Daniel Garber, je l'ai plaisir de le rappeler. Mais Mersenne
dans les années 1640 et dans les scrupules des 16e objections, voit dans la thèse de la pensée comme mouvement de la matière une possible articulation avec la thèse de la matière subtile est un nouveau scénario qui pourrait s'ouvrir. Pour les doctes et les savants qui suivent une gnoséologie traditionnelle, la distinction entre la matière et l'esprit peut être considérée comme une abstraction. La connaissance commence par l'expérience et les sens corrigent l'entendement. Ce sont les arguments empiristes résumés par Mersenne traditionnel. On en a l'analyse in Descartes Embodied et dans le chapitre sur les formes et les qualités dans les 16e réponses. Mais maintenant, pour me diriger vers la théologie du dernier Mersenne, dans les dossiers très amples des réponses de Descartes aux 16e objections, je vais me concentrer sur l'importance qui prend pour le développement successif de l'exégèse mersenienne la précision et la distinction proposées par Descartes pour séparer de façon rigoureuse les mouvements de la matière et du corps et la pensée. Distinction portant sur l'unité des natures et l'unité des compositions. Unitas naturae et unitas compositionis. Pour expliquer l'unité des natures ou identité de la res cogitans, il propose, et il utilise et mobilise, le couple intellectio et volitio. Nous n'avons pas la même idée de la figure et du mouvement comme de l'intellection et de la volonté, mais elle constitue une identité des natures ou des sens. Cette distinction concerne, je souligne, dans la res cogitans, l'intellectio et la voluntas. Les scrupules se concluent, on l'a dit, sur la distinction réelle et sur la possibilité d'appliquer les critères cartésiens de distinction aux personnes de la Trinité. La théologie constitue pour Mersenne la pierre des touches, la condition préalable pour la pleine acceptation de la métaphysique cartésienne. C'est un passage dense qui reprend aussi les problèmes de l'infidèle, qui ne voit pas la distinction ni l'inséparabilité de l'essence des personnes divines. Il faut démontrer que les critères de distinction réelle ne peuvent pas être reconduits à une abstraction au sens traditionnel de l'abstraction, mais aussi, en même temps, qu'ils ne puissent compromettre la conception de la Trinité. On connaît l'importance capitale des articulés réponses qui Descartes donne aux lignes qui concluent les scrupules de Mersenne, qu'on vient d'évoquer, de lire. Dans ces réponses, Descartes reprend la distinction réelle en dehors de la conception traditionnelle de l'abstraction. Il propose les célèbres excursus sur les qualités réelles et le rejet explicite de la thèse de la pensée comme modus du corps. Mais venons à la question trinitaire. Descartes, quant à la raison, quant à l'infidèle, reconnaît que pour penser la Trinité, il faut être éclairé par la foi. Mens per fidem illustratam. Une fois perçues les personnes de la Trinité par la foi, toutefois, sa conception de la distinction réelle n'y contrevient pas, ni la met en crise aucunement, parce qu'elle laisse intacte la possibilité de les distinguer en raison non de la distinction réelle, mais de la relation. Descartes harmonise ici la distinction réelle avec la catégorie théologique classique, je dirais, de la relation entre les personnes divines. Or, dans les objections, Mersenne se fait
les porte-paroles des athées, des matérialistes, des scientifiques, mais cela ne comporte aucunement qu'ils soient réellement tentés par ces cultures subversives qu'ils combattent, ou qu'ils soient devenus un sceptique, ni non plus un positiviste avant la lettre. En réalité, après les objectiones, après les cogitata physico-mathématica, Mersenne ne devient pas le scientifique accompli, mais il revient à la théologie. Il n'est pas qu'un scientifique érudit ou un curieux. Il a un projet théologique. Et il n'est pas intéressé uniquement à la physique de son ami, il en utilise la métaphysique dans sa théologie. Plus que la démarche du mécanisme naissant, on peut voir dans la pensée mersenienne une forme de la crise de l'exégèse et de la théologie de la première moitié du XVIIe siècle, et aussi une théologie visant à se situer en dehors de ce qu'on appelle la deuxième scolastique ou la théologie baroque, etc. Mersenne révèle par son accueil de la nouvelle science, comme de certaines thèses métaphysiques, les contextes d'une théologie renouvelée à jamais par les mécanismes aussi bien que par le cartésianisme. En 1647, dans l'Explicatio Novi Testamenti, en discutant le lieu classique où se posent les problèmes théologiques de la péricorèse, l'unitas essentiae in personis distinctis, c'est-à-dire Jean 14, 10, non credetis quia ego in pater et pater in me est, Mersenne reprend le couple intellectus voluntas et se situe en dehors du langage de l'exégèse de son temps, en faisant l'économie de la notion capitale de relation qu'on trouve partout dans les commentaires à la Somme, de Vasquez jusqu'à Suarez, dans un contexte historique qu'on peut définir en faisant référence aux De Trinitate de Suarez et au Theologica Dogmata de Denis Petot avec l'immense, exhaustif et riche dossier sur la péricorèse. On a l'ensemble, pour ainsi dire, des positions théologiques qui y a dans la période. Donc, Mersenne, ici, explique la présence réciproque du Père et du Fils, l'un dans l'autre, par les facultés par lesquelles l'âme de la personne opère, l'entendement et la volonté. Dans la cogitatio, elles sont inséparables, même en étant deux puissances distinctes. Et quand l'une de ces puissances opère, l'autre aussi opère de manière telle qu'il ne manque pas ceux qui reconduisent l'action de la volonté à la cogitation de telle manière que l'âme rationnelle soit une substantia cogitans, volens, nolens, etc. On trouve dans ces passages fort importants du point de vue de la théologie trinitaire non seulement l'explication de l'âme rationnelle par la substantia cogitans, mais aussi l'explication des personnes divines. Comme on voit, Mersenne applique l'unité de nature qu'il y a entre intellectus et voluntas, propre de la res cogitans cartésienne, à la Trinité. Et dans son discours théologique, il ne recourt pas à la relation. Dans les paragraphes suivants, avec un usage, pour ainsi dire, post-cusanien de la géométrie symbolique, pour parler de la Trinité, il expose la figure du cercle infini avec un polygone infini inscrit et circonscrit pour expliquer la coïncidence des trois personnes divines. Mais je vais poursuivre. Donc, dans un autre lieu, en discutant les témoins de la conscience dans la seconde aux Corinthiens, 1, 12, Mersenne parle de la conscience morale comme conscience au sens cartésien, qui se spécifie toutefois comme connaissance qui produit une évidence immédiate de sa vérité,
de son être immédiatement connu est ensuite comme partie de la conscience morale, la connaissance réflexive de la qualification morale de ses propres actions. Il me semble, en se souvenant de ses propres actions, il me semble, donc, je vais lire les textes, est igito cogitatio scienza, car la cogitatio est la science, boulé, phronesis, aistesis, synesis, syneidesis, c'est-à-dire la conscience, elle est soit également la même chose, soit est faite par une partie de celle-ci, est faite la conscience morale, je dis, car quoi que je pense, cogito, quid enim cogito, et réprime à moi, à l'intérieur de moi, je suis conscient de les pensées, conscius sum me illud cogitare. Il n'y a rien de plus évident pour moi que de penser pendant que je pense. Neque mihi quidpiam evidentius, quam me cogitare dum cogito. Il me semble que la reprise de la regula veritatis et de la conscience au sens cartésien est ici une importance capitale et puisse jeter une lumière rétrospective sur les statuts purement argumentatifs des objections contre la règle de vérité et la distinction réelle des objections de 1641. On peut donc, je crois, redéfinir les contextes et les enjeux de la lecture exégétique de la métaphysique cartésienne pour comprendre pourquoi, en 1641, Mersenne pouvait poser à Descartes des arguments, des questions métaphysiques comme essentiellement exégétiques, en lui proposant en même temps d'y répondre en théologien. Cette décontextualisation, ce déplacement du cartésianisme qui comporte des écarts constitutifs et visant à un usage exégétique soumet la métaphysique cartésienne, comme je dis, à une double torsion, à une double réfraction, aussi bien qu'aux limites de la compréhension mersenienne, mais nous permet quand même de cibler de manière moins approximative l'essence et la perspective à long terme d'une confrontation critique visant à un accueil, à une réception par Mersenne de la métaphysique cartésienne dans son exégèse. La res cogitans et les cogito permettent de renouveler, hors du langage de la seconde scolastique, les dispositifs exégétiques sur l'âme rationnelle, en l'étendant jusqu'à la question de la péricorèse et au discours sur la conscience morale. Les testimonium coscientiae de la seconde Corinthiens témoignent, dans les pages qu'on vient de lire, l'intégration de la conscience cartésienne dans l'exégèse du dernier Mersenne. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, Claudio, pour cette remarquable exposé. Je passe maintenant à la prochaine communication qui est celle d'Elisa Shapiro. J'ai le grand plaisir de l'introduire. Dans ce cas, elle est très connue de la communauté des historiens de la philosophie aux États-Unis. Mais j'aimerais beaucoup dire juste un mot à propos d'Elisa. Elisa est professeure à l'Esmond Fraser University, historienne de la philosophie moderne. Elle a des publications décisives sur les passions de l'âme et sur les émotions. En 2018, elle a publié pour Oxford University Press Pleasure et History. Elle est aussi l'éditrice de la Correspondence between Elizabeth and Descartes, publiée par University of Chicago Press en 2007. Elle a aussi un gros projet qui vise à montrer comment les nouveaux arguments pour la rationalité et l'éducation des femmes dans le XVIIe siècle prolongent en même temps, critiquent la conception cartésienne de l'esprit. Et je crois que son intervention d'aujourd'hui sur Poulan de la Barre, Socializing of the Cartesian Mind,
va justement dans cette direction. Merci Lisa d'être ici, bienvenue et je te laisse la parole. Merci Igor. Oh, je suis... Lisa? Oui, est-ce que... Oui? Je sais encore. Can you hear me or no? Absolutely, absolutely. Okay, excellent. Very, very clearly. Good. No, it was saying I was muted a second ago. And can you see the screen? Or... Absolutely, yes. Excellent. Everything is in order. Excellent. So let me thank you, Igor, for that generous introduction. And let me also thank Mattia and, of course, Julia Belgioso and all the organizers of this online workshop. I know it's a lot harder to coordinate people in different time zones. So let me begin here with the outline of the paper. I'm going to start with a very brief background on what I'm taking the Cartesian mind to consist in, and then I'll begin talking about Poulain de la Barre in 3 stages. First, I want to talk about a little bit of what I take to be his metaphysics applying to social kinds. Then I'll start discussing 2 senses in which he socializes the Cartesian mind. All right, so first a bit of background about Descartes, or my understanding of Descartes. I take there to be 3 components or elements of Descartes' conception of mind. First, the awareness or consciousness that many discussions over the past day and a half have focused on. Second part is that our awareness, our representations of the world, our thoughts can be either true or false, and our capacity to distinguish the true from the false at all, and so to be able to offer reasons for our beliefs, is a matter of the minds being caused by God. There's a causal etiology to our mind that allows us to have knowledge. And equally, the veridicality of any particular thought is both a matter of its being caused in an appropriate way and our own grasp of the reasons we think what we do. In grasping the causes of our thoughts and the reasons we take them to be true, and this is the third aspect, we effectively own our thoughts for ourselves. And with that ownership of thought, we gain an epistemic authority. Descartes' own interests are squarely on the development of scientific knowledge, and the metaphysics of mind emerges from a recognition that the foundation of scientific knowledge needs to be rethought, if not completely revamped. In the discourse, however, Descartes expressly puts aside moral matters, and in part 3 of the discourse, the first maxim is on the slide here in translation, a resolution to obey the laws and customs of my country, holding constantly to the religion in which, by God's grace, I had been instructed from my childhood, and so on. For Descartes, our beliefs about the social world remain protected. He is not interested in, at least not directly interested in, addressing the falsehoods that may serve to structure social life, nor is he interested in demonstrating, at least directly, how the metaphysics of body and mind he advances and on which he wants to ground scientific knowledge can also impact the beliefs that structure social life. François Poulain de la Barre is interested in just what Descartes sets aside. So on to Poulain. As Siep Sturman notes, Poulin's egalitarian philosophy was actually the first sustained attempt to apply Cartesian reasoning to the analysis of society, authority, and power. Poulin's 3 works are published respectively in 1673, 1674, and 1675.
There's much to say about Poulin's Cartesianism, but that's not my focus here. Rather, I want to sketch out more systematically the elements of applying Cartesian metaphysics and of the method of reasoning to the social domain. Poulin opens the first of his essays on the equality of both sexes, de l'égalité des deux sexes, with a claim that should recall both the first meditation and part 1 of the discourse. And that's the first passage on this slide. I have it in translation and in French. I won't read it though. Yet whereas Descartes' project starts from the falsity of our habitual beliefs about scientific matters, for Poulin, the paradigm prejudice is that of the inequality of the sexes. Of all the prejudices, there is none more appropriate to demonstrating my thesis than that which is commonly held regarding the inequality of both sexes. Poulin's project starts from highlighting a false belief that undergirds social life. Descartes aims to correct our false beliefs about the natural world by setting us up with proper metaphysics. Once we properly understand the nature of body and understand the nature of mind, and so how to reason well, we will end up, if not with all only true beliefs, at least with the ability to recognize and correct our errors. Knowledge of the natural world can move forward. What is Poulin up to by focusing on a belief about the social world, about the inequality of men and women? I want to identify 3 aspects of Poulin's project. First, the social world is part of the natural world. Second, our beliefs about the social world should be held to the same epistemic standards as our other beliefs about the natural world. And just as our beliefs about physics and astronomy and the like need to be grounded in the proper metaphysics, so too do we need to ensure that our beliefs about the social world are undergirded by a proper metaphysics. The social world, however, is neither simply in the domain of the body, nor simply in the domain of the mind. It's the domain of human beings, unions of 2 really distinct substances. In focusing on the common false belief that women are inferior to men, Poulin is homing in on a belief that impacts the social structures of everyday life. As he notes, this false assumption underpins differences in their civil roles, how women have been subjugated and excluded from the sciences and public positions, and the view that they, women, must be in the dependent position in which we see them. Poulin's aim is to undermine the false belief by applying the Cartesian criteria of clarity and evidence, and thereby allow his readers to see that women and men are equal. Descartes' rejection of Aristotelian hylomorphism entails that differences in human bodies are to be explained entirely by physics. A living body is distinguished from a dead body, not by the presence or absence of a soul animating that body, but rather by the motion integral to our complex bodies. Human bodies are distinguished from other bodies not by the presence of a human soul, but rather by the particularities of the organization of parts of that form of the human body. As Poulin explicitly recognizes, though there may be differences between particular human bodies, we share the same sensory organs and so the same capacities for sensory experiences, and so the same capacity for scientific knowledge. And that's the first passage on this slide. From this point, Poulin draws out the further implication that, and this is the second passage, sexual differences concern only the body, as this part of the body only properly serves human reproduction. And as the mind does nothing but provide its consent, and it does so in the same way in everyone, that from this one can conclude that the mind has no sex. If the mind is considered in itself, it's found that it's equal and of the same nature in all human beings and is capable of all kinds of thoughts.
Poulain thus extends the implications of Cartesian metaphysics to a critique of social kinds. Poulain expects his readers to assume that women are in their social roles by their very nature as women. Yet, he argues, if we properly understand the nature of body, the sex organs through which men and women are differentiated have no particular significance outside of the role they play in reproduction. The real distinction of mind and body ensures mind does not inform the body and give it shape. Thus, we cannot infer anything about the mind from features of the body. Different sex organs thus signal nothing about different cognitive capacities of men and women, and nothing about any different capacity to hold a public office. In applying Cartesian metaphysical principles to the social kinds of men and women, Poulain effectively deflates the social categories. Men and women are equal insofar as they're both human beings, and human beings are essentially thinking things that find themselves embodied. Without any basis for differentiating the nature of one human mind from the other, there is no metaphysical foundation for the social differences between men and women. And if there's no essential difference between human minds for Poulain, it may seem surprising that I want to argue that Poulain socializes the Cartesian mind. However, the socializing of the mind for him comes with both his explanation of how we come to form the false beliefs about social kinds we have, and his method for arriving at true beliefs. So what I'm trying to say is the metaphysics is not a social metaphysics. Nonetheless, he wants to explain how we come to have false beliefs about men and women, which are in fact social kinds. And in his explanation of how we have arrived at our false belief about the inferiority of women, he gives an account which socializes the Cartesian conception of mind. And so the next two sections of the paper, I want to talk about that. So first, Poulain is well aware that false beliefs about the inferiority of women are entrenched by custom. I'm not going to read this passage, but it gives evidence for that claim. Again, like Descartes, Poulain recognizes that habitual beliefs get their own grip and are hard to dislodge. Descartes, insofar as he's focused on scientific knowledge, seems to think that once we do manage to get to the right metaphysics, our beliefs will follow suit. Perhaps Descartes' optimism with respect to our scientific knowledge is well-founded, but it's worth noted that for Descartes, even for Descartes, metaphysical beliefs are habitual, and in order to disabuse ourselves of a faulty metaphysics to arrive at Cartesian metaphysics, a lot of work needs to be done. We need to go through the meditations. For Descartes, the work of the meditations involves tracing the cause of our ideas and indeed the mind itself. While the cogito establishes the subjectivity proper to thinking, the cogito alone does not afford a way of distinguishing true from false thoughts. It does not connect the thoughts a mind thinks to the world. To establish a criteria of truth and falsity, Descartes adopts a strategy of assessing the cause of both ideas and indeed of the mind itself. This causal strategy enables the meditator first to establish that at least one idea represents an entity existing outside the mind. The idea of an infinite being, that is God, represents an infinite being. And second, it allows him to establish that he can distinguish between true and false representations, that his rational capacities track the truth. A similar causal strategy is adopted in the sixth meditation to establish the material world exists independently of the human mind. With properties that corresponds to those we perceive clearly and distinctly.
For Descartes, once we properly understand the causes of the mind and our capacity for thought, we are on track to arrive at a proper metaphysics, which can then underpin the revision of our beliefs. In the social domain, it's not clear that the strategy of tracing back causes of ideas will work for Poulain. In the social domain, there's hardly always a rational relation between metaphysical commitments and our other beliefs. While Poulain might allow that scholars will be able to follow where reasons take them, he does not expect that this will be true for most. To combat a prejudice, such as that women are inferior, Poulain proposes to go back to its cause. That's the first passage on this slide. To this end, Poulain offers an historical conjecture, that's what he calls it, a conjecture historique, as to how men made themselves masters. What is notable about this history is that Poulain does not ascribe men's current positions as masters as the result of an intentional and rational effort. The second passage on the slide. In fact, when one considers honestly human affairs of the past and in the present, one finds that they all resemble one another in one respect. That reason has always been the weakest factor, and it seems that all history has happened only to show what each sees in his own time, that there have been since there have been human beings, that force has always prevailed. Poulain goes on to outline how the growth of families brought about a division of labor between men and women, whereby women became dependent on men, how larger families brought about internecine battles, as well as battles between clans, and these battles subjugated women in new ways. Women were further excluded from holding power as part of efforts by rulers to expand empires and consolidate their power. As society stabilized, the institutions that developed reified these power structures. Religious and educational institutions excluded women, and eventually certain domains, beauty and fashion, for instance, became the purview of women. My concern here is not with the details of the history, though like Rousseau's strikingly similar conjectural history 90 years later in the discourse concerning the origins of inequality, it's a starkly contemporary analysis of power relations. My concern rather is with Poulain's insight that our beliefs are socially caused. I want to highlight two implications of Poulain's conjectural history. First, just as Poulain recognizes that social entities are in fact part of the natural world and deflates the metaphysical necessity of social kinds, so too does he recognize that social entities have social causes. And insofar as social causes do not have the necessity of natural causes, again, the illusion of the metaphysical necessity of social kinds is revealed. Second, Poulain not only recognizes that social kinds are socially caused, he also recognizes that social mechanisms often cause beliefs, especially beliefs about social kinds. Social structures, through the institution of custom, affect stable relationships and hierarchies of social power. However, at the same time, and in virtue of the stability afforded by customs, these social structures serve as social forces analogous to physical forces. The social world as it stands causes us to form beliefs about the social world. Insofar as our social structures are stable, they appear to have the necessity of the physical world, and so our beliefs about the social world appear to be as true as those caused by the physical world. And so our beliefs about However, social structures are not necessary, as are the laws that govern the physical world. The conjectural history is meant to show us that. And so social forces are not reliable sources of belief. For Poulain, we need to use reason to assess the degree to which social relationships are necessary or contingent, and to base our conclusions not on false assumptions and prejudice, but instead on clarity and evidence.
Cartesian principles are used to deflate social kinds. For Poulain, once we understand the social causes of the observed inequality of the sexes, we will see that our prejudices, the false assumptions we have taken to be necessary truths, are in fact contingent, and we will be in a position to accept the truth that men and women are equal. There seems to be an interesting anti-parallel here between the role of an infinite being in Descartes' Meditations and the role of social structures in Poulin's account. In the Meditations, the infinite being constitutes the order of nature, and the third meditation aims to guarantee that we can acquire knowledge of the world if we properly understand the causes of our ideas. The social world also has an order, and it does extend indefinitely back in time and across places. But this order, unlike the order of nature, is not intrinsically beyond us. For the social order is instituted and maintained by human beings. Insofar as we are agents, we can change the course of history. The structure of the social world might create social kinds, but it does not guarantee knowledge of natural kinds. Okay. So moving on to the next, just a bit of a summary of where we've gotten to. The conjectural history shows that social entities have social causes, that social mechanisms cause beliefs, especially about social kinds, and nonetheless, the conjectural history also shows that social structures are not necessary, unlike the laws that govern the physical world. So on to the last section. It might be tempting to conclude that Poulain is simply identifying a class of beliefs, those that are socially caused and about social kinds, that are reliably false, and so to be avoided. Poulain may well think that we should reserve judgment about social kinds, or at least always be prepared to revise our beliefs. However, in The Education of Ladies, the second of his three works, he acknowledges that we are essentially social beings who form our ideas through our interactions with others. This acknowledgement has two implications for him. First, thinking things are social things, and Poulain recasts the cogito accordingly. So that is, while each individual human being is a thinking thing, thinking is not an activity of an isolated individual sequestered from social interaction. And second, because thinking things are social things, in order for our beliefs to be well-founded, the social causes of our thoughts need to be well-structured. I'm not quite sure whether this is formulated right, but it's getting there. So let me begin with the first point. The Education of Ladies is structured as a series of 5 conversations in which Poulin's alter ego Stacymachus purports to lead 2 young women, Sophie and Eulalie, and 1 young man, Timander, through a primer on Cartesian philosophy. In fact, we don't get to the bulk of Cartesian philosophy until the last conversation, the fifth conversation. Rather, his manner of while Stacymachus clearly assumes the role of master, he tries to avoid being didactic, though he's not always successful in that. Rather, his manner of instruction invites questions, allows for disagreements, and supports all the participants in discussion to work their way through the ideas he is discussing at their own pace. So even though each of the discussants arrives at their conclusions for themselves, they do not arrive at those conclusions on their own. Indeed, it seems important that each has their own social situation and so their own point of view, for these differences contribute to the very process of reasoning, putting forward a claim, considering its evidence, grasping how it relates to other claims. It's both striking and significant that the mode of instruction is that of conversation, and I'll return to that point at the end of this paper. At the beginning of the third conversation, Poulin's recasting of the cogito reflects the social position of thinkers.
There, after introducing the need to doubt our custom-based beliefs and our ability to doubt even our own existence and God, Stasimicus says, I admit to you that if we ought to be assured of anything, it's of our own existence. And any doubt that we can have of it brings with its own clarification, because being a true action that cannot belong to nothing, it seems that an attentive mind cannot seriously doubt if it exists. Nonetheless, if someone asks us to justify our own existence, to be other than someone who does not know, it's necessary for us to make the same demands of ourselves that others can, and conclude that we exist because one who doubts acts, and whatever acts exists. I conclude just now that I exist, I who think, because I act. There being a thing from which I cannot be separated, which gives me pleasure and pain without any contribution from me, and even very often despite myself, it's truly necessary that this thing which I call my body really exists. I could have given a whole paper on this passage. Probably would have been better to do that. First, Poulin's version of the cogito, but let me draw out some key points from it. First, Poulin's version of the cogito is embodied. The I, whose existence cannot be doubted, cannot be separated from feelings of pleasure and pain that are not in his control. And this I acts in the world. An agent for Poulin is not simply a will capable of affirming or denying or withholding judgment. An agent moves about, interacting with other things, and importantly, other people. Second, while our ability to doubt our own existence here might seem like that in the Meditations, the occasion for such doubt is not self-generated, born of a feigned malicious demon, but rather, again, other people who ask us to justify our own existence. We recognize that we must exist insofar as we act because other people demand for us to assert ourselves. And moreover, Poulin implies that the answer that ultimately satisfies us will also satisfy those others making the demand. The cogito for him is thus essentially an act of an embodied social entity. I think Eulalie's response emphasizes this point. When I raised objections to your view, said Eulalie, I had not taken note of the order and connection which must be between our pieces of knowledge, nor of the nature or diversity of our doubts. And I had not reflected that this doubt or that indifference only leads us to find clear and distinct reasons for that which otherwise we know only confusedly. Eulalie had started the conversation by raising objections haphazardly, but through Stasimicus's responses, she comes to recognize the connections between things that constitutes reasons, as well as the criteria that distinguish good from bad reasons. But what is more, through the interaction, she's able to reflect on and articulate just what she is doing in the conversation itself. It's through interacting with others that she learns to reason and to think clearly and to become a self-aware thinking thing. Her capacity for thinking develops through social interaction, but her thoughts and judgments are her own. This brings me to the second point. If thinking things are essentially social beings, we cannot simply avoid the social Lisa, je me permets de te dire que tu es presque à demi-heure. Hein? Oui, j'ai seulement quelques paragraphes. Je suis presque fini. D'accord, d'accord. C'est OK. This brings me to the second point. If thinking things are essentially social beings, we cannot simply avoid the social causes that foment prejudices. Rather, we must ensure that first that the social world we move about in affords the conditions for well-formed beliefs, while we must take responsibility to hold the proper attitude to the opinions of others, not giving in to the tyranny of opinion.
In order to do this, we must take care to place ourselves in social situations which are aligned with the search for truth. Through this discussion, he makes explicit that the form of the work is indeed significant. The conversations constituting the education of ladies are meant to model a social world in which it's possible to have, if not true, then at least unprejudiced beliefs. And here are two passages that make this point explicit. So there are two ways in which these intimate collaborative efforts work. First, working together on a search for truth is conducive, if not necessary, to discovering truths and acquiring knowledge. One cannot run a laboratory on one's own. Running experiments that explore the natural world, including the human body, takes a large number of people, dividing both the labor of the experiment and the epistemic labor of collecting and collating data amongst them. However, the model social world of the education of ladies highlights another way in which the mind is social. For each of us to be able to understand for ourselves and to evaluate the opinions of others, we must have confidence in our capacity for making judgments. This sense of our own epistemic authority, our ability to own our thoughts, does not just so happen. It emerges through our social interactions. In some rare cases, one's family may cultivate an ability to think for oneself, but more often families demand a conformity to social expectations. Our sense of our own worth as epistemic agents comes through the recognition and respect of peers with whom we engage in conversation. Once the four discussants have, through their conversation with one another, that sense of themselves as knowers, capable of judging for themselves, once they have demonstrated that they are each committed to pursuing the truth, albeit each in their own way, they are then in a position to know themselves as the part of nature they are, and they are prepared to learn the science of man as set out by Descartes. Merci. Merci Lisa pour cette très intéressante communication et aussi pour cet intéressant projet qui tu as esquissé quand même de manière indirecte avec ta communication. Et je crois qu'il y a des matériaux suffisants pour une très bonne discussion à ces propos. Je passe alors maintenant à donner la parole à Alberto Frigo, qui est un collègue, un très cher ami. Et Alberto Frigo enseigne l'histoire de la philosophie moderne à l'Université de Milan. Il est un des plus grands spécialistes de Pascal. Il a écrit 2 livres sur Pascal, L'évidence du Dieu caché et plus récemment, La doctrine pascalienne de l'amour, édité par Vrain en 2017, qui a été considéré, je crois, le meilleur livre sur Pascal des dernières 10 ans, si je ne me trompe pas. Et merci Alberto d'être ici, je te laisse la parole. Grazie Igor, grazie a tutti per l'organizzazione, sono molto contento di essere qui anche se solo virtualmente. I would like to apologize to my English speaking colleagues and friends. I will speak in French. Condillac's French is very dense and slippery, and since a part of my paper will be about terminology, philosophical terminology, I think it's wiser to speak in French. So, je passe au français. Et donc, ce que je voudrais faire aujourd'hui avec vous, c'est vous proposer une lecture détaillée et à la loupe, disons, de quelques lignes de Condillac, des essais sur l'origine des connaissances humaines de Condillac, les lignes que vous voyez à l'écran. Je crois que vous voyez tous les textes. Alors, cette analyse à la loupe peut paraître disproportionnée. Elle se recommande néanmoins pour 2 raisons. Une raison positive, car Condillac dit que dans le cas de la réminiscence, il y va du fondement de l'expérience. D'autre part, raison négative, car j'ai l'impression que dans ces textes et dans cette doctrine de la réminiscence, il y va aussi d'une pierre d'achoppement de la philosophie de Condillac. Comme vous savez, Condillac ne cesse de reprendre dans les ouvrages successifs, après l'essai
et doctrine de l'essai, il réécrit, il glose, il reprend l'essai. Or, la doctrine de la réminiscence que nous voyons ici fait exception. Non seulement les pages que nous allons analyser ne sont pas reprises, mais sont même démenties par les textes ultérieurs. Donc, mesurer la portée de l'analyse de la réminiscence proposée par l'essai revient à restituer l'articulation, à en souligner aussi les ambiguïtés, sinon les tensions, et à en définir ce que j'appellerais les rôles stratégiques à l'intérieur du parcours théorique des Condillac. Pour ce faire, je vais dans un premier moment reprendre cette analyse et donc reprendre les textes de Condillac et en souligner les éléments difficiles, les difficultés. Dans un second moment, je vais me tourner vers les sources de Condillac et en particulier vers les sources cartésiennes des Condillac. On verra ainsi que l'analyse condillacienne de la réminiscence constitue un jalon essentiel dans la postérité du cogito cartésien, et c'est là notamment à propos de la double interrogation sur l'unité et l'identité du moi qui caractérise la réception du cogito à la fin du XVIIe siècle. Et j'ai l'impression que ces sources cartésiennes expliquent aussi en partie la difficulté de cette doctrine, les tensions de cette doctrine. Or, donc, voyons d'abord les textes. Les textes que vous voyez, c'est les paragraphes 15 d'un chapitre qui est intitulé « Dès la perception, dès la conscience, dès l'attention et de la réminiscence ». Donc, Condillac parvient à la doctrine de la réminiscence après avoir articulé ces autres opérations de l'âme. Il pose d'emblée, disons, l'équivalence entre conscience et perception. C'est une évidence qui s'impose à tout homme, dit Condillac, et que Locke a bien compris cette équivalence entre conscience et perception, alors que, dit Condillac, je cite, les cartésiens, les malébranchiste et les leibniziens ont mis dans l'âme des perceptions dont elle ne prend jamais connaissance, donc des perceptions inconscientes. Et Condillac pose cette équivalence donc entre conscience et perception, mais il pose aussi une distinction entre conscience et attention. L'attention constitue un surplus de conscience qui focalise et isole une perception en l'assignant à un contenu précis. Et c'est précisément l'attention qui permet aussi de se ressouvenir d'une perception. Autre chose donc est que de percevoir nécessairement avec conscience autre chose que de remarquer ce qu'on perçoit en raison d'une sensation vive qui suscite et fixe notre attention et qui peut, pour cette raison, être rappelée par un acte de souvenir par la suite. J'en viens donc au texte. L'analyse de la réminiscence se situe donc au niveau de l'attention. J'ai lu quelques lignes, les lignes initiales du texte que vous voyez ici. Dit Condillac que lorsque les objets attirent notre attention, les perceptions qu'ils occasionnent à nous se lient avec les sentiments de notre être et avec tout ce qui peut y avoir quelques rapports. Dès là, il arrive que non seulement la conscience nous donne connaissance de nos perceptions, mais encore, si elle se répète, elle nous avertit souvent que nous les avons déjà eues et nous les fait connaître comme étant à nous ou comme affectant, malgré leur variété et leur succession, un être qui est constamment les mêmes nous. La conscience, considérée par rapport à ces nouveaux effets, est une nouvelle opération qui nous sert à chaque instant et qui est les fondements de l'expérience. Sans elle, chaque moment de la vie nous paraît les premiers de notre existence et notre connaissance ne s'éteindrait jamais au-delà d'une première perception, je la nommerai réminiscence. Fin de la citation. Alors, je paraphrase ces textes qui est au centre de notre analyse. Les objets qui se démarquent du cours uniforme des impressions en raison de leur qualité focalisent la conscience en appelant une perception attentive qui les isole. Or, d'un même geste, l'attention isole ces perceptions et les inscrit d'emblée dans un double rapport. Elle se lie d'une part avec les sentiments de notre être et d'autre part avec tout ce qui peut y avoir quelque rapport, c'est-à-dire avec d'autres perceptions. J'ai souligné que pour ce qui est du premier rapport, de la première relation, on comprendra que toute perception attentive, justement en tant que perception plus vive d'un objet perçu, atteste d'une manière plus nette un sujet persévérant. Condillac écrit à Cramer
dans une lettre presque contemporaine de l'essai, que quand il y a attention, je remarque que c'est moi qui perçois. Alors que quand il y a seulement conscience, je peux ne pas remarquer que c'est moi qui perçois. Donc, on a une topique à 3 termes avec les doubles liens entre perception et entre chaque perception et les sentiments de notre être. Et cette topique assume une forme spécifique dans les cas d'une perception qui se répète. Dans ce cas-là, la perception revient, la conscience nous avertit de sa présence, elle la lie à d'autres occurrences précédentes de la même perception. Cela fait reconnaître une perception qu'on a déjà eue et la reconnaître pour celle qu'on a déjà eue en nous avertissant de sa non-nouveauté, c'est-à-dire du fait que le même objet avait été déjà perçu par le passé. Toutefois, par ces biais, la perception qui se répète se lie non seulement au sentiment actuel de notre être, mais aussi indirectement aux occurrences passées de ces mêmes sentiments. Autrement dit, la réitération d'une même perception implique la liaison entre 2 états cognitifs qui attestent via les sentiments 2 moments de l'existence d'un être percevant. Et Condillac conclut, comme vous l'avez vu dans la formule qu'on a lue, que la conscience nous fait connaître ces perceptions comme étant à nous ou comme affectant, malgré leur variété et leur sous-section, un être qui est constamment le même nous. Alors, la formule est remarquable, mais elle fait difficulté, et toute la difficulté consiste, comme on le verra, dans les « ou », qui semblent introduire une équivalence, mais qui risquent de glisser vers l'amphibologie. Je me borne à souligner, comme le fait Condillac juste après, que la notion de réminiscence est donc complexe. Il y a 2 opération de reconnaissance dans la réminiscence, une reconnaissance qui nous fait reconnaître notre être et une reconnaissance qui nous fait reconnaître une perception qui revient. Je vous lis quelques lignes encore un peu plus loin dans l'essai qui résume ce que je viens de dire. C'est la citation en bas de la page. Nous commençons par éprouver les perceptions dont nous avons conscience. Nous formons, nous, ensuite, une conscience plus vive de quelques perceptions. Cette conscience devient attention. Dès lors, les idées se lient. Nous reconnaissons en conséquence les perceptions que nous avons eues et nous nous reconnaissons pour les mêmes êtres qui les a eues, ce qui constitue la réminiscence. Fin de la citation. Or, Condillac ajoute après d'autres éléments qui mériteraient d'être commentés. Premièrement, 3 éléments, disons. Premièrement, le fait que la réminiscence soit les fondements de l'expérience. Je ne commente pas cette expression qui est un peu difficile, mais qui prendra beaucoup de temps. Deuxième élément, la réminiscence est un effet. Alors, sous ces points, il faut dire au moins un mot avec cette formule. Condillac fait signe au fait que la réminiscence est un effet d'un processus cérébral. C'est lui qui fait qu'on conserve les vestiges des perceptions par une mémoire, disons, matérielle cérébrale et qui permet de conserver des suites de perceptions dans un ordre chronologique qui se lie après en raison de cet ordre chronologique. Troisième élément qu'il faut vraiment souligner pour ce qui sera essentiel pour la suite, c'est que Condillac distingue de façon très nette réminiscence, imagination et mémoire. Réminiscence, on l'a vu. Imagination, dit Condillac, c'est l'effet de pouvoir représenter, rendre de nouveau présente une perception passée en l'absence d'une stimulation extérieure. Et la mémoire, au contraire, constitue dans les recouvrements d'une perception passée par les rappels seulement de ces signes et de ces circonstances. C'est-à-dire, on n'arrive pas à réveiller un souvenir, mais on peut les cerner par des signes et des circonstances associées. Or, dit Condillac, cette différence entre l'imagination et la mémoire, qui est seulement une conscience d'une perception manquante sous un horizon des signes, cette distinction entre imagination et mémoire a été manquée par Locke,
qui a confondu les deux en parlant de la mémoire comme d'une puissance de réveiller les perceptions qu'elle a déjà eues avec un sentiment qui, dans ces temps-là, la convainc qu'elle les a eues auparavant. Donc, voilà la doctrine de Condillac. Soulignons les difficultés. Vous devinez déjà où gît la difficulté. Elle réside dans les statuts ambivalents que Condillac assigne à la réminiscence en faisant l'opérateur d'une double reconnaissance. La reconnaissance de notre être et la reconnaissance des perceptions qui reviennent. Or, à la rigueur, cela devrait déboucher sur un simple constat occasionnel du caractère non inédit de certaines perceptions et de l'état cognitif correspondant qui me concerne. Voilà une perception que j'ai déjà eue dans le passé, voilà que je suis maintenant affecté comme je l'étais déjà dans le passé. Mais sous la plume de Condillac, la symétrie rigoureuse de cette double reconnaissance est aussitôt affirmée que démentie et la relation devient une relation à trois termes, une triangulation des perceptions qui reviennent et d'un sentiment de l'être qui persiste à l'intérieur duquel ces perceptions s'inscrivent. Je ne lis pas les passages ultérieurs, mais il parle justement du fait qu'on peut lier les mois de la veille et les mois d'aujourd'hui. Or, dans ce cas, la reconnaissance de notre être comme étant le même être hier, aujourd'hui, apparaît indépendante d'une reconnaissance d'une identité entre les perceptions qui m'avaient affecté la veille et celles qui m'affectent de nouveau aujourd'hui. En gros, n'importe quelle perception pourrait assurer l'unité de la succession de nos pensées en tant que suite de perceptions dont l'ordre chronologique constitue l'unique lien. Il y aurait donc une impression spécifique liée à un sentiment de mon être occasionné par n'importe quelle perception et dont les occurrences seraient susceptibles de produire une réminiscence sui generis, une réminiscence qui s'accomplirait même dans les cas où toutes mes perceptions seraient systématiquement différentes les unes des autres. Donc le problème, c'est celui de l'identité du moi dans les temps et de son unité malgré les variations qui affectent la conscience. Or, la difficulté est d'autant plus évidente si on compare deux détails. Vous l'avez vu dans les textes qu'on a lus, les perceptions qui reviennent sont souvent reconnues comme les mêmes qu'on avait déjà perçues auparavant, mais quand il parle à la fin du paragraphe de les réminiscences, il en parle comme d'une nouvelle opération qui nous sert à chaque instant. Donc, comment ? Ainsi, l'ambivalence de la réminiscence s'est mue en équivoque. Si la réminiscence relève de la reconnaissance dès la même perception qui revient, elle est nécessairement une forme de conscience ponctuelle et occasionnelle. Elle ne peut pas donc assurer une continuité au sentiment de l'être ni au moi dans ses variations. Si au contraire, la réminiscence nous fait connaître un être qui est constamment le même nous, alors cette opération ne relèvera en rien d'une forme de reconnaissance. Il n'y a rien à reconnaître dans cela. Donc, cette difficulté, me semble-t-il, peut être éclairée en se tournant vers les sources de la doctrine condillacienne et de la terminologie des Condillac à propos de la réminiscence. Et ce sera le deuxième moment de mon exposé. Donc, source, quelle source? Écartons une source évidente, Aristote. Car si on regarde les De Memoria et Reminiscentia, alors c'est la réminiscence aristotélicienne qui ressemble à la mémoire, plutôt de Condillac, qu'à sa réminiscence. Écartant aussi une source évidente, presque banale, qui est celle constituée par Locke. Et c'est là pour deux raisons. D'abord, on l'a vu, Condillac dit que Locke est confus à propos de la différence entre imagination et mémoire. Donc, il confond les deux et il confond aussi mémoire et réminiscence. À tel point, dit Condillac, qu'il utilise les mêmes termes pour parler de deux. Il parle des réminiscences quand il décrit la mémoire. Or, ce détail des lexiques est révélateur, car ce n'est pas Locke qui confond réminiscence et mémoire, c'est son traducteur, c'est Pierre Coste.
qui utilise réminiscence pour traduire autant recollection que remembrance. Donc, deux termes qui Locke distants. Or, Pierre Coste, en cela, est cartésien, car il assume une équivalence entre réminiscence et mémoire, c'est-à-dire les termes des réminiscences utilisés comme synonyme des mémoires, qui est propre aux cartésiens de la première génération. Je reviens ainsi à Descartes et à sa doctrine de la mémoire, et en particulier à la doctrine, disons, finale, qui est formulée à partir des années 640. Or, cette doctrine est articulée autour d'une distinction entre une mémoire matérielle, supportée par la physiologie des traces cérébrales, et une dimension intellectuelle de la mémoire, proprement humaine. Il ne suffit pas, dit Descartes, je résume, que les esprits animaux réactivent des anciennes traces mnésiques pour que l'esprit se ressouvienne de quelque chose. La mémoire s'exerce seulement lorsque la mince déchiffre ou lit des vestiges cérébraux suffisamment saillants en les traduisant dans des souvenirs. Je vous ai mis ici, mais je ne vais pas la lire, je vais la résumer, une lettre célèbre à Arnaud du 29 juillet 1648 dans la traduction des Clercs Celliers. Je vais vous la résumer. La doctrine cartésienne de la mémoire en tant qu'opération intellectuelle qui interprète les traces mnésiques s'articule dans ces textes autour de deux thèses. Première thèse, dit Descartes, dans la mémoire, il y va d'un acte de reconnaissance qui consiste à saisir la non-nouveauté d'une perception qui s'affiche à l'esprit. Voire plus précisément, on reconnaît qu'il s'agit d'une perception qui revient et qui revient justement parce qu'elle nous avait déjà affectés dans le passé. Se ressouvenir, dit Descartes, signifie reconnaître dans une perception présente une perception passée qui revient. Deuxième élément, or cela n'est possible, dit Descartes, que si lors de la première production d'une trace mnésique, une trace cérébrale, donc de la première impression de l'objet dont nous avons après coup une réminiscence, on avait été conscient de sa nouveauté. Pour que la mémoire se produise, il faut, selon Descartes, un double retour de l'esprit sur les vestiges imprimés dans les cerveaux. En amont, lorsque la pensée se présente pour la première fois, il faut que l'esprit saisisse cette perception comme inédite. Et en aval, il faut que, lorsque la pensée revient à l'occasion de l'activation d'une trace mnésique, il faut que l'esprit reconnaisse comme non inédite cette perception. Autrement dit, il faut avoir remarqué l'avènement d'une perception nouvelle pour pouvoir en remarquer les retours après coup. Or, vous voyez dans ces deux thèses, la mémoire comme reconnaissance d'un passé qui revient et l'effet qu'il faut avoir remarqué quelque chose pour s'en rappeler, vous voyez deux éléments clés de la doctrine condiliacienne de la réminiscence. On peut ajouter un dernier élément que j'avais déjà évoqué en passant, c'est-à-dire l'effet qu'à partir au moins de la forge, je vous ai donné ici un petit extrait du traité de l'esprit de l'homme qui résume la lettre à Arnaud. À partir de la forge et après systématiquement chez les cartésiens de la deuxième moitié du 7e siècle, réminiscence devient le terme technique pour nommer la mémoire consciente et intellectuelle que Descartes distingue de la simple réactivation matérielle des traces mnésiques. Réminiscence devient donc les noms de la mémoire cartésienne en tant que reconnaissance d'une perception qu'on a déjà eue et qui fait l'objet d'un acte d'attention, de réflexion, dit Descartes, lors de sa première impression. Et pour curiosité, je vous ai donné un texte de l'écran où il y a une hésitation entre l'usage aristotélicien de réminiscence et la nouvelle terminologie imposée par Descartes. En tout cas, Condillac a cette terminologie qui est cartésienne et son usage est confirmé par ailleurs, mais je ne peux pas m'étendre ici, par une autre source de Descartes, c'est-à-dire Wolff, qui lui aussi distingue très rigoureusement la facultas reproducendi, qui est l'imagination, et la facultas reconoscendi,
qui est la mémoire. Donc, c'est une empreinte cartésienne qui domine les lexiques et aussi la compréhension de la réminiscence par Condillac. Il se peut que ce soit aussi une question cartésienne qu'on retrouve derrière qui justifie en partie la difficulté de la doctrine de la réminiscence que formule Condillac. Je vais conclure sur cette hypothèse. J'ai l'impression qu'avec sa doctrine de la réminiscence, comme double réminiscence des perceptions qui reviennent et de notre être, Condillac vise à résoudre une difficulté formulée de manière très claire et qui travaille la conception cartésienne de l'esprit comme res cogitans, formulée de manière très claire par Arnaud, lorsqu'il, dans une lettre de la même correspondance de 648, Arnaud pointe de manière très nette les caractères non substantiels de l'esprit. Si l'esprit est quelque chose, si l'essence de l'esprit est actu cogitare, dit Arnaud, son essence coïncide avec ses actes et on ne saura distinguer un sujet permanent qui resterait invariable en deçà de ses actes, à l'instar de ce qui se passe dans les res extenses, qui, tout en étant affectés par les variations de leur mode, dit Arnaud, retiennent toujours la même quantité d'étendue. Donc, il n'y a rien qui persiste, il y a seulement les variations. Il y a deux stratégies évoquées déjà par Arnaud pour sortir de cette impasse. Postuler une pensée en général qui serait sous-jacente aux pensées occasionnelles. C'est une stratégie qu'Arnaud et Descartes lui-même écartent, mais que plusieurs cartésiens de la deuxième partie du XVIIe siècle acceptent. L'autre stratégie consiste à miser sur la conscience, sur la continuité donc de la conscience. Mais le problème, c'est que la conscience est occasionnelle, ponctuelle. Comment assurer à la suite d'actes d'aperception la continuité qui en fait un flux unitaire? C'est un problème très clair chez Descartes, mais qui deviendra patent dans les objections qu'on fera à Locke sur sa doctrine de la same consciousness comme principe de l'individualité. Butler, par exemple, Collins diront la conscience, c'est des actes, on ne peut pas faire avec des actes une substance. Or, nous semble-t-il, Condillac hérite de cette impasse qui travaille l'héritage cartésien et toute psychologie aperceptive, comment assurer la continuité d'un flux de conscience, comment fonder l'identité d'un sujet conscient en passant par une conscience d'identité d'objet et sans postuler quelque forme de substrat substantiel. La réminiscence telle que l'essai l'a définie dans sa double acception a sans doute l'ambition de penser la continuité comme une relation qui s'établit entre plusieurs occurrences d'une même perception. Les retours du même contenu perceptif permet de lier entre elles des perceptions dans une série et ainsi de suppléer au caractère abstrait de la same consciousness de Locke, qui ne dispose pas, on le sait, d'un critère objectif pour justifier les choix des perceptions passées qu'elle s'approprie. Mais d'autre part, il faut que cette reconnaissance soit constante pour que les flux de la conscience soient assurés dans sa continuité. Et c'est là, bien plus massivement, que ne les permettrait les retours ponctuels des perceptions qu'on reconnaît comme non nouvelles, d'où la postulation chez Condillac d'une reconnaissance de notre être, qui nous sert à chaque instant et qui assure la continuité d'un être qui se dit les mêmes, non pas en raison d'une véritable reconnaissance, mais par un retour constant sur son passé immédiat qui annule les césures de la série de ses existences. Donc, il faut bien qu'il y ait reconnaissance de quelque chose pour que la sameness soit déduite de la donnée sensible et non pas postulée ou instituée par la réminiscence elle-même comme l'exige l'analyse empiriste. Mais Condillac fait semblant, en utilisant la doctrine cartésienne de la mémoire comme reconnaissance d'une non-nouveauté, fait semblant de présenter cette reconnaissance des perceptions comme la voie pour accéder à une reconnaissance du sujet percevant.
dans chaque acte, dans chaque perception, semble dire Condillac, qu'on pourrait reconnaître la non-nouveauté d'un sentiment de l'être dont on renouvelle la saisie, étant donné que l'âme n'aperçoit jamais son être qu'à travers les différentes sensations qu'il éprouve. J'ai conclu donc, j'espère de ne pas avoir dépassé les temps qui m'avaient été accordés. Aux yeux de Condillac, l'homme jouit de l'avantage surprenant, je cite, de reconnaître les sensations qu'il a déjà eues, et dans cet avantage, gît sans doute aussi les secrets de l'unité de sa vie psychique et de ses différents degrés de constitution d'un moi. La réminiscence, c'est-à-dire la mémoire dans sa figure cartésienne, est appelée à dévoiler ses secrets, pour ainsi dire. Ce faisant, la réminiscence se charge d'une responsabilité lourde, car elle devra apporter une réponse tout autant à l'aporie cartésienne de la non-substantialité de la mens en tant que chose qui est un acte cogitante, répondre donc à cette aporie qu'aux incertitudes suscitées par la doctrine locane de l'identité personnelle. La tâche est sans doute disproportionnée, d'où l'échec incarné par les quelques lignes que j'ai commentées avec vous, et d'où aussi l'effet que par la suite, Condillac changera complètement des stratégies en misant sur d'autres opérations de l'âme pour assurer l'unité et l'identité à l'esprit dans sa continuité et dans sa variation. Et je vous remercie. Merci. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, je crois. Oui. Merci Alberto pour cette magnifique communication. Je crois qu'on est tranquillement à l'horaire et je laisse la parole à Mattia pour ouvrir les débats. Alors, vous pouvez poser votre question. Vous devez utiliser la fonction de la main, qui est la troisième que vous avez dans la partie supérieure de votre écran. Oui. Un seul moment. Alors, il y a une question de M. Garber. Merci beaucoup. J'ai une question pour Claudio Buccolini et aussi une question pour Lisa Shapiro. Pour Claudio, j'étais frappé par l'objection au début des sixième objections de méditation contre Descartes sur la question que Mersenne a posée, dans laquelle il a proposé que pourquoi Descartes ou comment Descartes peut rejeter l'idée que penser peut être une sorte de motion corporelle. Et il me semble, et aussi les questions de distinction entre les animaux et l'homme sur ces questions. Il me semble que c'est bien possible que dans ces questions, Mersenne était influencé par son contact peut-être avec Hobbes. Qu'est-ce que tu penses sur ça? Hobbes était à Paris à ce moment. Hobbes était bien sûr en contact avec Mersenne à ce moment. Et c'est évident que Hobbes a eu les idées comme ça, que le penser, c'est seulement une question de mouvement de partie de cerveau à ce moment. Et je me demande si c'est possible que ces questions au début étaient influencées
chez Mersenne par son contact avec Hobbes. And for Lisa, I'm wondering, you emphasized that Poulin's cogito is different from Descartes insofar as Poulin's cogito is embodied. The thinker is embodied, and Descartes is presumably not. But there's a very interesting thesis that was presented a few years ago by Jean-Luc Marion in a book Sur la pensée passive de Descartes, in which he proposes actually that the thinker in meditation 2 has got to be embodied insofar as the thinker in meditation 2 does have things like sensations, and sensations require union with the body. And I'm wondering whether that may perhaps put Descartes a little bit closer to Poulin than you had originally represented him as being. Prego, Claudio. Oui, merci Chetan pour cette question. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a une matrice matérialiste hobbesienne très importante, et pas seulement matérialiste, mais une matrice hobbesienne dans les objections, et pas seulement dans les objections, mais dans la réflexion et dans la vie intellectuelle de Mersenne à l'époque. Je dis, quand Mersenne pose ces questions et ces difficultés, il se fait vraiment les porte-parole de quelques arguments qu'il ne façonne pas. C'est pas, il ne s'agit pas des arguments originaux qu'il va proposer et lancer, pour ainsi dire, mais il s'agit de discussions auxquelles il a participé, des échanges d'idées, des thèses qui circulent. Et donc, il donne voix, il donne parole à des objections qui ont été formulées ou à quelque chose sur laquelle on est en train de réfléchir. Et naturellement, l'importance de Hobbes, du matérialisme, je peux dire, ou de la théorie, de la raison, du fonctionnement, de l'entendement des Hobbes, c'est capital pour Mersenne. Mais il est vrai qu'il cherche de se situer du côté, si je peux dire, en simplifiant beaucoup de choses, du côté de Mersenne, de Descartes. Mais aussi, pour continuer un peu, tu as aussi discuté la relation entre l'argument pour la distinction réelle entre corps et âme avec la question de Trinité chez Mersenne. Et ça, c'est aussi vraiment, vraiment intéressant. Et je me demande si... alors, il y a en général la discussion sur Descartes et la théologie est concentrée sur les questions de Eucharistie. Mais je me demande s'il y avait des autres qui a aussi lié question de distinction de l'homme et du corps aux questions de Trinité après cet échange. Oui, j'ai donné les étapes les plus importantes. Merci. C'est une réponse très... Mais je ne vais pas voler les temps les autres. Tu sais, si je commence à parler des données textuelles, etc., de petites notes, etc., mais il me semble que l'usage le plus important, l'usage capital de la notion de distinction réelle, c'est celui qui Mersenne fait. Et c'est, si je ne me trompe pas, c'est la notion de Descartes qui passe dans sa théologie. Et merci beaucoup. Merci.
Thanks, Dan, for your question. Excusez-moi, c'est surtout avec les sous-signants. Excusez-moi, Madame Shapiro. Surtout avec les sous-signants avec lesquels il est en contact. Le problème est très débattu par rapport à la raison naturelle. Excusez-moi. C'était une petite parenthèse. Vous êtes fini maintenant, oui ou non? D'accord. Thanks, Dan, for reminding me of Marion's interpretation. I think even if we were to grant that the meditator in the second meditation in the cogito is embodied, insofar as he seems to imagine and seems to sense, I still think there's a different, a more robust conception of embodiment with Poulin's reconfiguration of the cogito. I don't mean to say, I think there's continuity between Poulin and Descartes. It's not a clean break, but it's a recasting of it. So I think he actually is very much a Cartesian and doesn't want to, and wants to take the kernel of the cogito as preserved. And I take the kernel to be that idea that one can know for oneself and have that epistemic authority. But I do think he sees us as these epistemic agents. As the key difference is the meditator is still absented himself from the world to undertake the meditations, embodied or not. And for Poulin, the thinker is a part of a community, part of a social community, even if it's a small one, that we come to learn to think in this social context. And that's the key. That's a richer sense of embodiment than the one I think Marion's after. No, absolutely it is. And I think that the way to put it would be rather than saying, Descartes is not embodied and Descartes' self is not embodied and Poulin's is that both of them are embodied, but Poulin's is, part of a social, a social context, which Descartes is definitely not. And I think that but that in a certain way is, was one of the major themes of your representation of Poulin is the way in which he's interested in the social, and puts people into the social context, which is something that, so far as I can see, never happens in Descartes. Descartes avoids it. Unless you want to count the objections as replies as a kind of social interaction, but it's a bit more controlled, I think. It's definitely a bit more controlled, and in a certain way, it stands out, I think, is the only example of something like that. And even then, I mean, he did not always behave very well within that context. I mean, his exchange with Hobbes are not cordial. His exchange with Gassendi are even less so. But in any case, thank you very much. Merci. Je crois que c'est, Mathias, vous me corrigerez si ce n'est pas le cas, je crois qu'il y a une question de Taj Schmalz et de Mattia Mantovani. Oui. Nous pouvons commencer avec la question de Monsieur Schmalz. Parfait. Forse possiamo interrompere la condivisione, scusate. Okay, I'm hoping everyone can hear me. Yes. Okay, good. Absolutely. I had to check given yesterday. So thank you. Thank you very much. So this is a question for Lisa, and maybe pushing back a bit on the exchange you had with Dan there on the social. So you start out with a quote from Descartes from the Discourse, the first maxim. I'm wondering whether it's significant there that the maxims sort of are provisional, and they precede sort of finding foundations.
and that when he repeats the maxims, say in his correspondence with Elizabeth, that first one drops out. And in general, in that correspondence, he seems more willing to connect his metaphysical beliefs to beliefs about social relations. So I'm not disputing, I'm not saying there is no difference there between Descartes and Poulain, but I'm wondering whether, especially prompted by Elizabeth in correspondence, Descartes was more willing to take the social into account. Well, Descartes can't be perfect. I think I want to push back on that. I mean, I take your point that the morality is provisional, but I do think by the 1670s, the social world has calmed down a little bit. There isn't the fear of being burned at the stake or persecuted that I think Descartes felt. And it's, I think, noteworthy that Elizabeth, you might recall, asked Descartes, tries to commission Descartes to write his version of The Prince, right, a book on, and he systematically refuses to do that. So I think it's not that Descartes, I mean, I'm sure in private company he had plenty of things to say, but he certainly was not interested in publicly criticizing the social world. And Poulain very much is interested in criticizing the social world. So I do think that there's, things change. And one of the things that I think is interesting about Poulain is that he uses Cartesian principles, the core Cartesian principles, to affect a critique of the social world that isn't yet he doesn't have a political treatise, but it's about human beings as agents in the social world. So he's not Spinoza, right? There isn't a theological political treatise there, but and that it's that Descartes often gets read as someone who doesn't, who is all about the individual agent and doesn't situate that individual with respect to others. And so what I take as interesting about Poulain is the adoption of the real adoption of Cartesianism, and but applying it in the Cartesian metaphysics and Cartesian science to social problems, really. So it's not just the metaphysics, your favorite Cartesians who want to focus on the metaphysics of mind and the metaphysics of body. He actually wants to apply it. And that's sort of interesting, right, how that works. I don't know if that answers your question. Well, yeah, so I take the point about Descartes isn't as willing to critique social relations in the way Poulain does, but he is more willing in the correspondence with Elizabeth in the Passions to situate the self in a social context than he did in the Discourse or maybe his other works. So I think there is at least a basis in Descartes for social understanding of our relations to others through generosité. Right. He doesn't draw out the implications, but I think they're there in Descartes. Right. Yeah, so good. That's helpful, because I think I want to say something stronger about Poulain. So I take your point that Descartes has an ethics for sure. And so does want to, certainly shows how an ethics is consistent with the metaphysics outlined. But it strikes me that Poulin's doing something more than that, because, and I don't want to say that Poulin's a constructivist, but he has an account of how our beliefs, certain sets of our beliefs, have social causes, that social structures can cause beliefs in us. And that I don't think is in
Descartes, and how, moreover, even the way in which so one of the crucial differences, I think, in Descartes and Poulain is Descartes really does seem to think that we can figure things out for ourselves. We need to distinguish, what's in our control, what's not, and there's a lot that's in our control. I think Poulin's a bit more realistic about how we learn, that in fact learning is a collective enterprise. I think Descartes, in the first part of the discourse, Descartes, anyway, there's lots to say about part one of the discourse and the role of what he learned in school, making it possible for him to do what he's doing. But he styles himself as much more of an individual agent, figuring things out for himself. So whereas Poulin's styling is different. And how to cash that out as a philosophical point is kind of what I'm trying to figure out. No, so. I thought that was an important part of the paper. And that is an important difference between Poulain and Descartes, I think. So thank you. Monsieur Mantovani, vous pouvez poser votre question. Yeah, many thanks. It's a question, one to Lisa and one to Alberto. So the part I really appreciated his insistence on Poullain-Labarre on that the capacity for thinking develops through language. And I wanted to ask you whether Poullain-Labarre had anything about the formation of language. So in the car, language comes for free in a way, where I was wondering whether there is anything there. And just a small aside, this insistence on conjectural history to try to find out more about social structure, the fact that there is a bit of a struggle at the beginning, made me to think of Hobbes, obviously. I mean, it's a completely different approach, I would say, but I was wondering whether you find anything explicit or implicit about on Hobbes' influence on Poullain-Labarre. And just a very shortly to Alberto. I lost you for a few minutes, Alberto. I hope not to have lost that particular part of your talk. But I was wondering whether in Descartes' account of intellectual memory clearly cannot work for animals, because they don't have an intellect. This is, of course, no problem for Descartes because animals don't perceive. But I was wondering whether in the history of later thinkers, one of the reasons why they had to reconfigure reminiscence and intellectual memory was precisely in order to make sure that non-human animals, non-rational beings could somehow remember, which is something that Locke thought to believe, apparently, as far as I got it. Thanks to both of you in advance. So just quickly, so I don't think Poulain. So your point is actually quite interesting because while Poulain seems to think that conversation is the best mechanism for acquiring both knowledge and self-knowledge, he doesn't seem to have much to say about language. Of course, Poulain wrote in French and everything is in the vernacular, but he doesn't theorize language the way Hobbes does, right? So there isn't that kind of, or Locke, right? There isn't that kind of discussion. And I take your point about Hobbes's state of nature. I think for Hobbes, the story about the state of nature, though, is much, I mean, Poulin's conjectural history goes on for 10 pages describing, it looks a lot like the Rousseau's second discourse, the origin of inequality there. It's a very long and involved fiction about human origins. And I don't think Hobbes's story about the state of nature is anywhere near as complex. But I would be very interested to know of any kind of conjectural history as complex as Poulin's that predates him. I don't know whether he's an originator of that or whether he's copying somebody else. I don't think he's copying. If he's copying Hobbes, he's taking it to the next level. So thank you for your questions. Yeah, because the other thing, very shortly, could be, of course, the Protagoras myth.
so that you find out. It's, of course, it seems to be like the most obvious reference, but yeah, I'm really curious to know more about it in the future. Thanks. Thank you, Mattia. Very quickly, because we are late. Yes, you are right. Even the animals for Condillac, not for Descartes, have memory. That's the reminiscenza. The point is, for Condillac, human beings have another kind of reminiscenza. The more sophisticated one, the one you have after you develop the capacity to use languages and science. So there's a kind of human memory, which is a kind of reminiscence. It's not the difference of species, it's just a difference of degrees, but animals have a reminiscence. So it's a kind of inversion of the topic of the Cartesian distinction between material memory and intellectual memory, which is a privilege of human beings. So you are perfectly right. The difference, it's another level and it's just a degree. Do we have time for me to ask Alberto a question? I had a question. Yes, absolutely. Thanks. So I enjoyed your discussion of Condillac. I missed a little part of it as well. I don't think I heard you talk about the traité des sensations at all. And so the discussion of memory in the traité des sensations always baffled me. It's very peculiar. But I thought it would also be helpful for your contrast between reminiscence and memory. And I just as a leading question, is there a point at which the statue in the traité would have a reminiscence, fully fledged human memory, or is it stuck in the more animal kind of memory? So that's. Yeah. It was the first part of my paper I didn't read, but I think the traité is a kind of a revision, a correction of the essay. To be very shortly, in the traité, you don't have one reminiscence. You have memory, which is the first original difference identity. Then you have reconnaissance, which is a kind of reminiscence, but it's different, it's not mingled. And then you have the judgment who pose the moi as the personal identity. The three different things for one thing in the essay. So I really think that there's a big step towards another conception of identity. And in the second part of the traité, you have identity through the body, which is completely different. So I think it's going farther and moving away from the original theory and trying to doing something different in the traité comparing to the essay. That's perfect. Thank you very much, everyone, for this discussion. And I propose to meet at 11:30. That is within a quarter of an hour. Thank you very much and see you soon.